Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Plusieurs postes de l'armée libanaise ciblent de tirs d'inconnus à Tripoli. Le général Jean Ahouaji accuse Daesh de vouloir rallumer la guerre civile au Liban. Les familles des militaires enlevés à Herzl rencontrent le directeur de la Sûreté Générale. Abbas Ibrahim leur assure que les négociations progressent dans la bonne direction. L'inquiétude grandit face au risque de propagation de l'épidémie d'Ebola. En Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, les autorités s'emploient à renforcer les contrôles, notamment dans les aéroports. Et à suivre également dans ce journal le prix Nobel de la paix 2014 attribué à la pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi pour leur lutte en faveur de l'accès de tous les enfants à l'éducation. Au moins 2 postes de l'armée libanaise ont été la cible de tirs ce vendredi à l'aube à Tripoli, au Liban Nord. Des inconnus à mobilette ont ouvert le feu sur des postes de l'armée à Haret el-Saïdé et Talat el-Hamari sans faire de victimes. L'armée a riposté et s'est déployée en force dans la grande ville, théâtre d'attaques récurrentes contre la troupe. Ce n'est pas le premier incident du genre. Hier déjà, un soldat est mort à Ali-Haniyeh après avoir été la cible de tirs d'inconnus. Un autre soldat a été blessé. Par ailleurs, l'armée a mis en échec une tentative d'infiltration d'éléments armés syriens en territoire libanais la nuit dernière. Des affrontements ont opposé des soldats à ces djihadistes dans la région de Massiada à Herzl dans la Bekaa. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée avait également repoussé des éléments armés qui tentaient de s'infiltrer dans une base militaire à Wadi Ahmayed, toujours dans la région de Herzl. Le commandant-chef de l'armée, le général Jean Ahouaji, accuse d'ailleurs Daesh de vouloir rallumer la guerre civile au Liban. Les familles des militaires enlevés par les djihadistes à Herzl se sont réunies ce vendredi au Grand Sérail avec le directeur de la Sûreté Générale. Abbas Ibrahim s'est voulu rassurant. Il leur a assuré que les négociations progressent dans la bonne direction et qu'il n'y a pas de maillon manquant. Une trentaine de soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont retenus en otage par les djihadistes du Front al-Nosra et du groupe de l'État islamique depuis les combats meurtriers avec l'armée en août dernier à Herzl dans la Bekaa. 3 ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. Hier, plusieurs proches des otages ont affirmé que les djihadistes leur ont lancé un ultimatum entre 24 heures et 3 jours avant d'exécuter des militaires si les négociations ne progressent pas. Les ravisseurs réclament notamment la libération de détenus islamistes contre celle des otages. Ils ont à plusieurs reprises modifié leurs demandes. Les familles, elles, ont entamé un sit-in ouvert, place Riyad el-Salah, pour demander au gouvernement d'œuvrer sans relâche à la libération de leurs proches. Sachez par ailleurs que le Front al-Nosra a annoncé sur l'un de ses comptes Twitter qu'un soldat libanais a fait défection pour rejoindre ses rangs. L'annonce est accompagnée d'une photo, mais le groupe n'a pas précisé le nom du soldat. Impossible donc de vérifier cette information. Le soldat serait sous le coup d'un mandat de recherche. Par le passé, les djihadistes avaient déjà diffusé 2 vidéos censées rapporter la défection de 3 soldats libanais. Si la première semblait authentique, la deuxième a soulevé de nombreuses interrogations. Elle montrait en effet Ali Sayed, l'un des soldats décapités par les djihadistes, ainsi que son camarade qui apparaît dans des vidéos avec d'autres otages. Le commandant-chef de l'armée libanaise attendu à Washington et Riyad la semaine prochaine. Objectif de ce déplacement du général Jean Ahouaji, suivre le dossier de l'armement de l'armée grâce aux dons saoudiens. Aux États-Unis, le don d'$1 milliard promis à l'armée début août et dont l'ancien Premier ministre Saad Hariri a été personnellement chargé par l'Arabie sera à l'ordre du jour du général Ahouaji. L'accord franco-saoudien de $3 milliards fera également l'objet d'un suivi de la part du commandant en chef à Riyad. Mercredi, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avait annoncé que le contrat de livraison d'armes françaises était enfin validé. L'armée israélienne a effectué une opération de ratissage aux mitrailleuses lourdes au Liban Sud. L'opération qui s'est déroulée à l'aube a eu lieu à partir des positions israéliennes à Rouessat el-Halam, le long de la ligne de démarcation, et a ciblé des forêts et ravins environnants durant 30 minutes. Les manœuvres ont été effectuées sous couvert de drones survolant le Arkoub et Hasbaya. L'ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli, a accueilli ce matin à la résidence des Pins une conférence de presse à l'occasion de la journée internationale pour l'abolition de la peine de mort. Elle a réuni autour du diplomate le bâtonnier de Beyrouth, maître Georges Jrej, et le bâtonnier de Paris, maître Pierre-Olivier Sûr, ainsi que le chef de la section politique à la délégation de l'Union européenne au Liban
et le père Aya Hadi, président fondateur de l'association Justice et Miséricorde et coordinateur général de la coalition libanaise pour l'abolition de la peine de mort. À cette occasion, une distinction a été remise à la juge Radaon pour saluer sa prise de position contre la peine de mort. Réaction. L'abolition universelle de la peine de mort est un combat à long terme. La mobilisation finit toujours par porter ses fruits. Année après année, 2/3 des États de la planète ont désormais aboli la peine de mort ou adopté un moratoire, contre seulement 16 en 1977. Nous mesurons le chemin parcouru. C'est dans ce contexte que nous appuyons la dynamique abolitionniste au Liban, où nous avons plusieurs représentants éminents ici, plusieurs combattants, qui observent depuis 8 ans un moratoire de fait contre les exécutions. C'est une étape essentielle, mais nous espérons tous que ce moratoire pourra être traduit en droit et que les condamnations à mort ne seront plus prononcées. Les difficultés actuelles que connaît le Liban ne laissent peut-être pas beaucoup d'espace pour aborder la question de l'abolition, plus généralement les sujets des droits de l'homme, mais nous sommes bien conscients des contraintes qui pèsent sur le Liban. Et ce combat doit rester une priorité malgré tout, peut-être encore plus du fait précisément des circonstances tragiques que traverse la région et que traverse le Liban aussi. D'un côté, nous sommes contents de pouvoir constater que déjà une décennie s'est écoulée depuis la dernière exécution au Liban. Il y a aussi des indices que le Liban est prêt d'aller plus loin dans ses efforts de mettre fin à la peine de mort et potentiellement imposer un moratoire de jurés. Mais en même temps, quelques inquiétudes persistent en ce qui concerne la détermination de la classe politique libanaise de mettre fin à cette peine cruelle et injuste. Selon nos informations, les pas à prendre pour transformer le moratoire de fait dans un moratoire légal n'ont pas encore été faits. Par conséquent, l'abolition de la peine de mort reste un sujet important dans notre dialogue politique. Et puis dans le cadre de son projet pour consolider et développer la langue française et la francophonie au Liban, l'Institut français a organisé hier une cérémonie de remise des diplômes DELF et DFP, à savoir le diplôme de français professionnel et le diplôme d'études en langue française. Plus de 250 diplômes ont été distribués par l'ambassadeur de France au Liban, aux côtés de Fadia Kiwan, la représentante du chef de l'État pour la francophonie. Les diplômés sont issus de plusieurs grandes institutions libanaises, les ministères de l'Éducation, de la Culture, du Tourisme, le CRDP, mais aussi les forces de sécurité intérieure, l'armée libanaise, la Sûreté générale, la Sûreté de l'État, l'Institut des finances, ainsi que le barreau de Beyrouth et les douanes. Écoutez. Cette cérémonie de diplomation concerne 245 diplômes DELF et DFP, ainsi que 8 habilitations correcteurs-examinateurs DELF, outre les 8 nouveaux formateurs du CRDP. Les enseignants du préscolaire que je viens de citer ont aussi passé ces examens avec succès. 3 sous-officiers et 1 soldat des forces armées libanaises, 20 officiers des forces de sécurité intérieure, 15 policiers de la Sûreté générale, 2 officiers de la Sûreté de l'État, 4 douaniers, 29 agents du ministère du Tourisme, 21 agents des finances, 16 avocats du barreau de Beyrouth. Je crois que ces chiffres sont éloquents. Ils montrent la diversité des champs d'action de cette francophonie en action, en renouvellement. Je tiens à féliciter très chaleureusement chacun pour sa réussite. Je remercie tous les acteurs de ce programme dont le succès est naturellement collectif et ça, sa richesse et aussi la garantie de sa durée. La francophonie est portée par une langue en partage, c'est l'objet de ces formations. Elle se veut aussi porteuse de valeurs communes que nous aurons l'occasion de célébrer bientôt lors du Salon francophone du livre, mais aussi lors du mois de la francophonie au mois de mars. Je dis toujours qu'au Liban, on a besoin d'un mois entier pour célébrer la francophonie. C'est beaucoup plus qu'une journée ou qu'une semaine de la francophonie, comme cela se fait ailleurs dans le monde. Et c'est pour porter ces valeurs communes de démocratie, de respect de la diversité culturelle, du dialogue, des éléments dont nous savons qu'ils sont chers au cœur de nos amis libanais et dont nous souhaitons que le Liban trouve les moyens d'en garantir la pérennité à l'avenir dans le modèle que le Liban a su constituer. Dans un instant, direction la Corée du Nord. Et où se trouve donc son dirigeant, Kim Jong-un? La réponse après la pause. Retour sur le plateau de l'info du 16-40. Le 11 mars dernier, Sarah, 17 ans, a quitté le domicile de ses parents pour se rendre à l'école. En réalité, elle a gagné Marseille où elle a pris l'avion pour la Turquie. Elle se trouve aujourd'hui en Syrie où elle prend part au djihad.
Pour sa famille, ce sont les réseaux sociaux qui l'ont endoctriné. Il y a quelques jours, les gendarmes sont venus saisir les ordinateurs de la famille en quête du moindre lien, à même de les mettre sur la piste de ces recruteurs au djihad qui sévissent sur Internet. Près d'une cinquantaine de mineurs français auraient ainsi été enrôlés en Syrie, comme Nora, une adolescente de 15 ans originaire d'Avignon, partie elle aussi garnir les rangs de la rébellion contre le régime de Bachar el-Assad en janvier, où elle se trouve toujours aujourd'hui. La justice a réussi à remonter jusqu'à la filière à l'origine de son départ. Je vous propose d'écouter le témoignage des familles de ces deux adolescentes. C'est un enlèvement moral, parce qu'on les suit. Je ne sais pas combien de temps Sarah a été endoctrinée sur Internet. Elle passait beaucoup de temps sur Internet. Mais ils ont dû lui dire des choses et des choses et des choses, des lavages de cerveau pour qu'elle en arrive là. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Et le problème, c'est qu'on est impuissant, quoi. On est parents et on se dit on peut rien faire. Rien. Alors que j'ai toujours dit à mes enfants, en fait, même au bout de la terre, j'irai vous chercher, ou je ferai vraiment tout ce que je peux. Et aujourd'hui... Et le pire, c'est quand, en fait, quand ça me passe dans la tête en me disant peut-être qu'elle va mal, peut-être qu'elle souffre, peut-être qu'elle est battue, peut-être qu'elle a des remords, elle a envie de rentrer. J'espère vraiment, de toute façon, je ferai tout mon possible pour que ma fille revienne, ça c'est sûr. Et quand elle reviendra en France, ça sera un deuxième combat avec le gouvernement français, ça c'est sûr. Ma fille, une terroriste. Voilà. C'est facile de dire ça. On l'avait tout le temps au téléphone, on avait au moins 5-6 fois par jour au téléphone, on avait toujours moyen de le contacter. Et depuis mi-mars qu'elle a voulu revenir, là dès qu'elle disait qu'elle a craqué, qu'elle voulait revenir, le téléphone est coupé directement. Ça m'a encore plus motivé de la récupérer, parce que j'ai vu dans l'état, la réalité c'est vraiment horrible. Elle normalement était plus mate que moi, quand j'ai vu elle était encore plus blanche, puis elle avait le visage enflé, le teint jauni. Mais je crois qu'elle est vraiment atteinte psychologiquement. Elle arrêtait pas de pleurer puis taper sa tête contre le mur. Inexorablement, l'inquiétude grandit face au risque de propagation de l'épidémie d'Ebola. Chaque poussée de fièvre devient suspecte. La vie de l'aide-soignante espagnole atteinte du virus est en grave danger. Teresa Romero est la première personne qui a contracté le virus hors de l'Afrique. Elle a très probablement elle-même été contaminée au contact de malades rapatriés d'Afrique. Son état de santé s'est brutalement dégradé hier soir, mais l'hôpital se refuse à livrer plus de détails. En France, une femme a été admise ce vendredi dans l'un des 2 hôpitaux de référence parisiens habilités à prendre en charge des cas d'Ebola suspects ou avérés. En Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, les autorités s'emploient à renforcer les contrôles, notamment dans les aéroports. Des contrôles qui visent les voyageurs en provenance de Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Ces 3 pays ouest-africains sont les plus touchés par Ebola. L'épidémie de fièvre hémorragique y a déjà fait près de 4000 morts. 4 nouvelles fosses clandestines ont été découvertes dans le sud du Mexique et l'espoir se réduit de revoir un jour les 43 étudiants disparus à l'issue d'une manifestation dans la ville d'Iguala. Au total, 34 personnes, dont 26 policiers, ont été arrêtés dans cette affaire. Les étudiants ont disparu le 26 septembre dernier après avoir été victimes d'une attaque orchestrée par des gangs et des policiers locaux. Les premières fosses communes découvertes contenaient 28 cadavres qui n'ont pas encore été identifiés. Des dizaines de milliers de Mexicains ont manifesté cette semaine à travers le pays pour exiger que l'affaire soit résolue. Où se trouve donc Kim Jong-un? Le dirigeant nord-coréen n'a plus été vu en public depuis le 3 septembre. Cette invisibilité tranche avec son omniprésence habituelle dans les médias officiels. Son absence a été encore plus remarquée ce vendredi, jour du 69e anniversaire du parti au pouvoir. D'où les spéculations en tout genre. Certains murmurent que Kim Jong-un se serait cassé la cheville lors de manœuvres militaires. A-t-il des problèmes de santé plus sérieux? Impossible de percer le mystère tant ce pays est hermétique. Chez le voisin sud-coréen, forcément, on s'interroge, même si officiellement tout va bien. Des manifestants sud-coréens ont d'ailleurs organisé ce vendredi un rassemblement à proximité de la frontière. Ils ont envoyé en direction du nord des ballons gonflables contenant des messages hostiles au régime de Pyongyang. Et puis, je vous l'annonçais en titre, le comité Nobel récompense des défenseurs des droits de l'enfant. Le prix Nobel de la paix 2014 a ainsi été attribué conjointement à l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi. Malala, que les talibans ont tenté d'assassiner en 2012, est connue du grand public pour son combat en faveur de l'éducation des filles. Kailash Satyarthi lui estime que ce prix est une reconnaissance de la détresse de millions d'enfants qui souffrent. Il vient en aide aux enfants et femmes forcés d'effectuer des tâches pénibles à longueur de journée dans les usines indiennes et victimes de violences. Il a dirigé des manifestations contre l'exploitation des enfants, toutes non violentes,
dans la tradition de Gandhi. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Plusieurs postes de l'armée libanaise ciblent de tirs d'inconnus à Tripoli. Le général Jean Ahouaji accuse Daesh de vouloir rallumer la guerre civile au Liban. Les familles des militaires enlevés à El Seil rencontrent le directeur de la Sûreté Générale. Abbas Brahim leur assure que les négociations progressent dans la bonne direction. L'inquiétude grandit face au risque de propagation de l'épidémie d'Ebola en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Les autorités s'emploient à renforcer les contrôles, notamment dans les aéroports. Et puis le prix Nobel de la paix 2014 attribué à la Pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi pour leur lutte en faveur de l'accès de tous les enfants à l'éducation. Merci de votre attention. Le JT en français cède l'antenne au championnat de basket Hussam Eddine à partir de demain et jusqu'à vendredi prochain. Nous vous donnerons donc rendez-vous samedi 18 octobre à 16h40. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end.